Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée à la pluie et à la boue. D'ailleurs, le temps d'aujourd'hui s'y prête très bien. La pluie et la boue, deux fléaux tant redoutés qui causèrent beaucoup de désagréments, non seulement à nos braves poilus, mais à tous les belligérants qui devaient la combattre, qui devaient trouver une solution pour permettre d'utiliser le matériel, les armes. Donc, cette émission d'aujourd'hui, nous allons voir comment ils procédaient et les causes et les effets de cette pluie et boue sur la vie quotidienne du soldat. Alors, la vie quotidienne de tous ces belligérants, donc dans ces tranchées qui sont constituées depuis la fin de l'automne 1914, dès la fin de la guerre de mouvement, en gros disons dès la fin de la bataille de la Marne, pour renvoyer donc l'occupant sur les frontières nord et nord-est, dites la course à la mer. Les gens s'enterrèrent. Ils vont s'enterrer pendant pratiquement 4 longues années, jusque mars et surtout septembre 1918, où la guerre de mouvement va reprendre à nouveau à outrance. Pendant ce laps de temps, donc, ce sont finalement des courts assauts de position à position pour gagner quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres uniquement, que les soldats vont s'employer donc à conquérir durant ces 4 longues années de guerre. Mais la guerre se fait nuit et jour et par tous les temps. Et bien souvent, la pluie et la boue s'invitent pour perturber justement le déroulement de ces opérations. Alors ces poilus considéraient ces fléaux comme des adversaires, voire comme des ennemis. En effet, la pluie diluvienne incessante, parfois frappant les tranchées, écroulant les parapets, et ces parapets qui devenaient de la boue, même s'ils étaient constitués par des sacs de terre et de sable. Donc ça ne tenait pas, disons, éternellement. D'ailleurs, ce sont les tranchées de première ligne qui souffraient beaucoup par rapport à celles de deuxième et troisième ligne, où les soldats il y avait plus de temps, disons, pour solidifier les infrastructures. Idem pour les belligérants. D'ailleurs, en parlant de tranchées, on peut aussi parler des boyaux de communication, comme celui-ci que je parcours actuellement, qui lui aussi, la pluie et la boue, donc ravinaient les parois et descendaient dans le fond du boyau, empêchant bien souvent les ravitaillements, tellement que l'eau gluante, boueuse, était tellement consistante que les porteurs de soupe, les porteurs de munitions, les ravitaillements effectués par les ânes et les mulets notamment, voire même les chevaux, donc s'enlisaient dans cet étroit boyau de communication. Ajouter un manque donc de soupe chaude à l'humidité incessante qui imprégnait donc les vêtements de nos braves soldats qui se couchaient bien parfois dans le froid, dans l'humidité, dans les cagnats, les abris, les guitounes creusées de part et d'autre dans les parois des tranchées, étaient sujets bien souvent aussi à des maladies. Non seulement il y avait la dysenterie, mais aussi il y avait les maladies dites pulmonaires. Les angines, les bronchites n'avaient de cesse aussi à force de vivre dans de telles conditions effroyables. Et d'ailleurs, même le ravitaillement sanitaire, parfois, était empêché d'arriver au bon endroit. Si je parle de ravitaillement, parlons aussi des agents de liaison
qui portaient les ordres donc dans les commandements, dans les différents postes de commandement, bien souvent faits de briques et de broc, pour abriter un capitaine, un petit secrétariat, fait de madriers, de terre, mais l'eau ruisselant, incessante, donc pénétrer à l'intérieur, mouiller tout finalement. Et il n'y avait pas beaucoup non plus de possibilités de faire du chauffage, car la fumée, il fallait la faire disparaître par des tuyaux qui pouvaient donc donner, si vous voulez, des points de signalement où se trouvaient les principales infrastructures, les principaux objectifs donc, qui pouvaient être tirés par l'ennemi. Alors venons-en à l'utilisation du matériel, voire de l'armement. La boue s'invite dans les mécanismes, empêche le bon fonctionnement donc des culasses, obstrue parfois les canons. Elle s'invite également pour noyer les munitions éparses, pour noyer également les caissettes de munitions, pour noyer les obus aussi à proximité donc des batteries d'artillerie, des cadavres en putréfaction, engloutis dans ces trous, noyés par la pluie et la gadoue, qui vont disparaître définitivement et qu'on ne retrouvera plus, qui seront portés disparus à tout jamais. Il y a aussi donc les artilleurs qui eux aussi ne peuvent pas utiliser leurs canons, car les obus ne peuvent pas éclater dans de la gadoue. La chaîne pyrotechnique, donc diffusée, ne peut être mise en œuvre et l'obus ne peut pas exploser. Donc l'artillerie est pratiquement, disons, inefficace. Idem pour l'aviation. Les avions ne peuvent pas décoller avec un plafond très bas, ou alors ils doivent voler en rase-motte à la merci des mitrailleuses et de tireurs d'élite, de tireurs de fusils. Donc tout ça, ça engendre, si vous voulez, la perturbation donc, de la conduite des combats, de la conduite de la guerre. Et finalement, il y a pratiquement une trêve tacite, finalement, pour tous les belligérants qui s'emploient pendant ces moments donc de pluie et de boue, plutôt à combattre ce qu'ils sont en train d'endurer, plutôt que de faire la guerre aux gens qu'ils ont en face d'eux. Alors, ils construisent des caillebotis pour éviter donc de marcher dans la gadoue gluante, enlisante. Mais cette boue arrive finalement, tellement qu'il y en a, à submerger justement ce qu'ils construisent. Et parfois, ils ont de l'eau pratiquement gluante, flasque, même puante d'ailleurs, jusqu'aux genoux. Alors pensez bien que ces braves soldats d'un côté comme de l'autre pensaient plus à leur confort quotidien plutôt qu'à essayer de vouloir tuer à tout prix un adversaire. Et puis pensons aux gens qui effectuent des gardes malgré tout, malgré ces temps néfastes. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, la guerre se fait 24 heures sur 24 et par tous les temps. Donc ces gens qui montent la garde et des fois 2 heures d'affilée sous une pluie battante doivent se contrôler eux-mêmes tout en étant vigilants, ne pas baisser la garde. Donc c'est un double combat pour eux. Rester donc opérationnels et combattre ce qu'ils endurent. Et puis, le soldat, dès le début de la guerre, n'était pas, le soldat français, dès le début de la guerre, n'était pas vraiment équipé pour justement combattre dans ces conditions effroyables. D'où l'envoi de colis pour justement avoir des effets plus chauds. Je pense
à des peaux de mouton pour l'hiver, des chaussettes, des chemises, des chandails, et ainsi de suite, des foulards, des cagoules, pour essayer, disons, de contrecarrer ces temps effroyables. Idem d'ailleurs pour les adversaires, quoique les Allemands étaient déjà équipés de bottes, tandis que nos braves soldats français avaient les godillots et les bandes moltières, qu'il était très, très peu efficace, justement, dans ces temps épouvantables. La boue causant, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de désagréments sur l'état de santé de nos braves soldats, finalement, c'est la gangrène du poilu. Elle cause beaucoup de rhumatisme également, et elle dévore petit à petit ces braves soldats. Alors, je vous citerai donc plusieurs textes, car qui mieux que Maurice Genevoix peut décrire la pluie et la boue. D'ailleurs, il a intitulé son 3e livre de ceux de 14, La boue. Je vous lirai aussi le témoignage d'un soldat qui se trouve dans le tunnel de Tavannes, où l'eau ruisselle contre les parois en permanence. Maurice Genevoix, un extrait de ceux de 14, pris dans le livre La boue, le livre numéro 3 de son œuvre. Jusqu'au matin, l'averse a ruisselé sur la forêt. Nous l'entendions bruire autour de notre abri pendant que nous dînions. Servi par Figueras, l'Espagnol avait sorti de sa poche un couteau à cran d'arrêt et devant nous, ainsi que cela doit se faire, il découpait le filet de bœuf rôti. Nous regardions surpris les tranches minces naître sous sa lame et doucement s'affaisser l'une sur l'autre. Un autre extrait. Et maintenant, cette méchante pluie fine, tous les arbres jusqu'aux dernières branchettes sont en train de s'en imbiber. Après quoi, pendant 2 jours, ils nous la distilleront sur le dos. Nous avons été trop heureux cette semaine. Mais oui, disait Gervais. Oui, faut recommencer à se battre contre la pluie, contre la boue, contre la nuit. Tiens, je me rappelle un jour d'un avant-poste, il y a 1 mois, devant Saint-Rémy. J'étais malade, la poitrine à vif. Il pleuvait, une pluie toute pareille à celle-ci. La tranchée, un ruisseau de boue, le sale coin, le sale temps et la crève. Mais par bonheur, l'adjudant que je relevais m'a passé en consigne une guitoune qu'il avait creusée lui-même, une petite fosse couverte de rondins, puant la terre et le cadavre. Telle qu'elle était, pourtant, elle m'a permis d'allumer une bougie. Eh bien, mon vieux, sans cette guitoune et cette bougie, je calais, ma poitrine calée, et le toubib m'évacuait au matin avec une bronchite fadée. Un autre extrait, écrit par un poilu, qui se nomme Joseph Gilles, extrait de Paroles de poilu écrit par Jean-Pierre Guénaud, Lettres et carnets du front, 1914-1918. Le 3 mai 1916. Tu ne peux pas te faire idée, ma chère, combien nous sommes malheureux. Donc, pourtant, je n'ai pas trop l'habitude de me plaindre. Mais ce coup-ci, j'y suis obligé car c'est une chose au-dessus de l'imagination. C'est à ne pas pouvoir te dire. Dans ce tunnel, nous sommes une affaire de 3000 hommes en réserve. Dans une humidité, car l'eau ruisselle tout le long des murs, et il faut pourtant coucher là, sur la voie de chemin de fer. On va chercher les vivres en pleine nuit près de Verdun, accompagnés tout le long du chemin par les obus, ce qui fait que nous ne pouvons faire qu'un repas par jour et sans soupe. Pour se rendre aux premières lignes, c'est très pénible et très dangereux. 1 kilomètre environ avant d'arriver.
il y a un passage dénommé le ravin de la mort. Qui sait si les hommes qu'il y a de tués là-dedans, il faut y passer, il n'y a pas d'autre endroit. Joseph Gilles. Concernant la pluie et la boue, voici un extrait de mon livre « Ma grande guerre, journal d'un poilu » où Pierre Gare, conducteur de chevaux, écrit ceci dans la journée du 16 septembre 1914. Réveil à 5 heures. Nous harnachons nos chevaux. Les pauvres bêtes ont passé la nuit dans un océan de boue. Nous pouvons les approcher, les rassurer pour les sortir de ce mauvais pas. Nous ne pouvons laisser notre matériel à cet emplacement. Enfin, après bien des misères, nous sortons de ce maudit parc pour aller nous former de l'autre côté du village, dans un champ qui ne vaut pas mieux que le précédent. Nous restons 6 jours à Daumier, 6 longs jours de pluie. Pendant notre séjour ici, nos malheureux chevaux ont gardé sur leur dos leur harnachement afin de les préserver un peu de la pluie et en prévision d'un départ précipité, car nous n'étions qu'à quelques kilomètres des lignes allemandes. Alors, les conditions météorologiques les pires qu'aient connues nos soldats pendant la Grande Guerre, c'est au cours de l'année de l'hiver 14-15. Alors, le calme est revenu depuis dans ce secteur. Les trous d'obus, même s'ils sont gorgés d'eau comme celui-ci, servent maintenant à la protection de la faune aquatique, les batraciens notamment. Et oui, le soldat, lorsqu'il progressait dans les boyaux, dans les tranchées ou dans les trous d'obus, parfois, était englué. Il tombait sur des cadavres, il butait contre, et il avait bien du mal à se relever tellement il pesait lourd. Et il restait parfois de longues minutes, de longues heures à attendre, englouti dans cette vasque gluante, cette fange puante, des camarades passés pour le tirer de là. Alors, croyez-moi qu'aujourd'hui, avec le temps exécrable que nous avons ce matin, je suis bien content d'aller me mettre un peu à l'abri. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien.